Merci à tous d'être avec nous en live. J'ai pas regardé encore le nombre de personnes, mais ça va arriver petit à petit. Merci surtout à Adrien d'être là. On a eu déjà Alizé Cornet, Paul-Henri Mathieu, Bob Sinclair, Grégoire Barrère, Lionel Matisse ou Gilles Simon. Et c'est avec un immense plaisir, Adrien, qu'on va partager ce moment avec toi. Tu es 35e mondial actuellement. Tu as C'est été ça. 22e en 2018. Donc c'est quand même pas mal. On va évidemment aborder avec toi plein de sujets. Le mental, tes objectifs, ton style de jeu. Les internautes vont te poser des questions en live qu'on va essayer de relayer. Mais d'abord, première question, où es-tu en ce moment, Adrien? Alors, en ce moment, je suis en Floride. Je suis à Miami. Ah C'est oui, donc, là où je prépare où je fais ma pré-saison depuis quelques années. donc C'est il est tôt vraiment des là. conditions. Il est à 9 heures, hein. Ah oui, on t'a fait lever tôt là. Ah oui, non, mais Non, c'est plus que c'était, ça quoi. va, je suis Je me lève habitué. à 7 heures du mat pour aller m'entraîner, courir et tout. Là, c'est plutôt, t'es plutôt en période off, je me repose, quoi. Là, non, j'ai recommencé l'entraînement, mais en fait, j'ai un petit problème au talon qui me suit là depuis le retour des États-Unis après l'US Open. Du coup, c'est une pré-saison qui a du mal à se lancer. Il y a certaines choses que je peux faire, certaines choses où je suis vachement handicapé. Du coup, voilà, j'essaie de faire le maximum. Pour l'instant, c'est beaucoup de travail en salle de muscu. Et je reprends doucement le chemin des terrains. J'ai retapé avant-hier et hier avec peu de déplacements pour l'instant parce que j'essaie vraiment de faire attention pour pas me refaire mal au talon. Mais non, doucement, ça va monter en intensité et en volume. Et Du en coup, tout cas, ouais. vas-y, non, je te laisse finir. Non, je disais, ouais, c'est à Miami que je fais ma pré-saison depuis maintenant 4 5 ans. Et c'est vraiment des conditions idéales pour moi. Il y a un climat qui est assez génial ici. Il y a des infrastructures pour le sport qui sont monstrueuses. Salle de gym, terrain de tennis, il y en a partout. Du coup, c'est vraiment, voilà, pour moi, c'est l'idéal. Tu as un attachement particulier avec les États-Unis? Non, Personnel, enfin, pas, non, pas forcément non, pas totalement. particulièrement, mais c'est vrai que voilà, je fais la première fois que je suis venu m'entraîner ici pour préparer une saison, je devais avoir 26 27 ans et depuis, voilà, c'est c'est vraiment un endroit que j'adore et voilà, je continue de revenir année après année. Du coup, les incertitudes. C'est vers Boca Raton ou c'est à Delray? Je me souviens plus. Non, les premières fois, j'étais resté vers Delray Beach, mais là, Ouais, ça fait 4 ans que je suis à Miami même. d'accord. D'accord. Du coup, l'incertitude sur la reprise du circuit avec le report de l'Open d'Australie, bah, finalement, avec ton petit pépin physique, bah, c'est un mal pour un bien. Est-ce que tu sais, toi, déjà, si est-ce que l'ATP vous a prévenu déjà s'il y avait un tournoi qui allait avoir lieu en janvier avant de faire la quarantaine en Australie? Est-ce que vous avez reçu des infos là ces derniers jours dessus ou pas? Non, on n'a pas vraiment reçu des infos de l'ATP en fait. C'est assez étonnant, mais les joueurs souvent, voilà, c'est sur Twitter, c'est sur les réseaux sociaux qu'ils apprennent les news. Ah ouais. Du coup, voilà, moi j'essaie de me renseigner. J'ai même vu ce matin qu'il y avait éventuellement la possibilité d'organiser un tournoi à Pau en début d'année. J'avais entendu parler de Delray Beach aussi. Wow, je sais pas si c'est une super solution de faire un tournoi comme ça, un 250 avant d'aller en Australie. Mais moi, je suis pas forcément pressé de reprendre. Voilà, Bah oui, j'imagine que tu j'ai, t'as besoin encore un peu de temps si tu as encore un peu mal. ouais, j'ai fini l'année un peu sur les rotules et bah du coup, là, le fait d'avoir un peu de marge avant de repartir en Australie, ça me permet de pas prendre trop de risques au niveau de ma blessure et ouais, je vais prendre le temps de faire les choses bien et d'arriver en forme pour le début de saison. Un mot sur ces conditions de jeu et ce contexte si particulier lors de cette fin de saison, Adrian. Certains joueurs ont plutôt mal vécu le fait de jouer à huis clos. Toi, on sait que tu as un jeu très tactique, très réfléchi, qui nécessite une concentration extrême.
Je ne vais pas te faire dire évidemment que le tennis c'est mieux sans spectateurs, mais on t'a senti quand même très relâché, très à l'aise sur cette dernière tournée indoor, malgré les pépins physiques que tu avais. On va rappeler tes résultats, un quart de finale à Cologne, une finale à Astana, un troisième tour à Bercy, une demi à Sofia, un bilan de 10 victoires sur tes 14 derniers matchs. Bah, c'est tout simplement ta meilleure série en carrière. Est-ce que finalement les tribunes vides ont eu un impact sur tes résultats selon toi? C'était pas totalement vide déjà. Ah, pas C'est vrai partout, que, mais le fait que ouais, l'ambiance soit vraiment aseptisée. c'est vrai que j'attire rarement 40 000 personnes, mais non, mais pour un joueur comme moi, entre guillemets, un second couteau, qu'on joue dans des tribunes avec voilà, seulement l'organisation, que ce soit à Astana ou à Cologne, c'était assez particulier parce qu'en fait, il y avait des espèces de loges voilà, au premier étage qui étaient assez pleines. Donc finalement, on a dû se retrouver avec 200 spectateurs. Mais non, moi, ça m'arrive de jouer des tournois. Si je joue un premier tour à Tokyo sur le cours numéro 2 à 11 heures du matin, il n'y aura pas plus de spectateurs que ce que j'avais en fin d'année, hein. Donc, Toi, moi, ça m'a pas fait un énorme changement. Mais pour tout vous avouer, non, moi, je préfère jouer avec du public, là. C'est vrai, j'ai eu des bons résultats en fin d'année. Maintenant, enfin, j'ai pas le sentiment que c'était des résultats exceptionnels non plus, mais voilà, moi, comme tous les autres, voilà, ça m'a un peu gonflé de jouer dans des tribunes vides, de jouer avec ces espèces, enfin, avec les restrictions du Covid, parce que tous ces tests, voilà, c'est galère pour voyager, puis toujours avoir une espèce de stress d'être positif. d'être positif ou d'avoir ton coach qui est testé positif, voilà. Et il y a, il y a beaucoup moins de vols, on sait très bien, depuis le début du Covid. Donc voilà, maintenant pour se rendre à Astana ou pour se rendre à Saint-Pétersbourg, bah, tu fais des vols à escale, tu passes toute Ouais. la journée dans l'aéroport. Donc même en faisant gaffe, finalement, voilà, en passant toute ta journée dans un aéroport, tu as quand même des chances de le choper. Ou alors une personne de ton staff. Du coup, c'est un stress qui est assez pesant quand même. Et voilà, moi, je tenais parce que j'avais quand même des objectifs en termes de classement pour la fin de saison et voilà, je me Pour, rattachais à pour être ça. tête de série à l'Open d'Australie, c'est ça? Ouais, Notamment, peut-être. il y avait ça, il y avait peut-être en ligne de mire à avoir une place dans l'équipe de France pour la TP Cup. À, à cette période-là, on ne savait pas trop si ça allait être organisé. C'était censé être organisé et finalement, là, c'est plutôt sur le point d'être annulé. Mais voilà, il y avait des petits objectifs comme ça, il y avait une carotte au bout et je me rattachais à ça. Je me suis vraiment préparé dans la tête et j'étais là-dessus. Et finalement, voilà, avoir la sensation de repartir sur un début de saison un peu comme on a fini la saison précédente, c'est un peu dur parce qu'on se disait, bon, allez, faut faire l'effort parce que voilà, début 2021 en Australie, ça sera mieux. Et puis voilà, on espère qu'au fur et à mesure, ça sera presque revenu à la normale. Et puis là, on se rend compte que finalement, ça va être assez compliqué pour une bonne partie de la saison quand même. Toi, Florent, comment tu as vécu en tant que consultant de l'extérieur cette reprise de la saison de août à novembre? Tu as été joueur. Comment tu aurais vécu, toi, ce contexte? Est-ce que tu étais plutôt porté par une foule en délire ou tu arrivais à garder ta concentration même dans des ambiances un peu aseptisées? Quel est ton ressenti, toi, par rapport à ce que vient de nous raconter Adrien? Bah, Adrien a raison, on a fait les deux, hein. Moi, je l'ai senti très bien sur la fin de saison. En tout cas, j'ai eu la chance en plus de le commenter à Bercy sur Alexander Zverev. Ça passe vraiment tout près. J'ai bien aimé le jeu qu'il avait eu, son attitude et tout. Et ça se joue, franchement, on en reparlera tout à l'heure, mais ça s'est joué à rien et j'ai pris plaisir à commenter. En tout cas, ce match-là, après, c'est vrai qu'on a fait les deux, comme dit Adrien. Forcément, c'est bon de se dire qu'il est second couteau quand tu as été 22e mondial. Moi, j'étais 36. On a joué, c'est sûr, beaucoup les premiers tours sur des terrains annexes. Et puis, on a appris à le faire. Et c'est vrai que moi, j'étais plutôt à l'aise de jouer sur ces.
de jouer sur ces terrains comme ça, parce qu'après, le fait d'arriver sur le central, même si à Roland, même si à Bercy, on joue pour ça, bah, il faut toujours, je trouvais, un petit temps d'adaptation pour se retrouver sur souvent des terrains qui peuvent avoir des petites différences de vitesse également. Et puis, quand tu es à l'étranger, si je me souviens avoir joué Rodic à l'US, je passe un peu au travers parce que là, j'étais un peu plus tétanisé, je l'ai plus regardé jouer aussi qu'autre chose. Après, il y a eu des matchs où j'ai réussi aussi en progressant et en évoluant à me lâcher un petit peu sur des matchs à Bercy. Je me souviens, moi, je préférais jouer avec du public, bien entendu. Hein. Quand tu remplis, c'était un dimanche. Alors, c'est con, c'était pas la finale, mais c'était le premier tour qui avait lieu le dimanche. Mais j'avais fait un gros match. C'était en plus journée un peu privée BNP à l'époque. Donc, c'était plein. Tu sauves balle de match, tu t'en sors. Après, pour jouer Nadal, tu vois, il y avait du public. C'est ces ambiances-là qu'on recherche. C'est l'ambiance Coupe Davis, c'est l'ambiance de Roland pour avoir joué sur un cours numéro 1 ou un Langlaine bien rempli, c'est top. Donc on arrive à gérer les deux et puis de toute façon on n'a pas le choix si on veut quand même progresser et puis évoluer et puis essayer de sortir des gros joueurs. Après c'est vrai que c'est un travail aussi sur soi et c'est vrai que dans la préparation c'est important de s'habituer à jouer dans ces conditions. Les joueurs les plus forts sont habitués à le faire souvent. Adrien, on va rester sur cet aspect mental que tu travaillais avec ton ancien coach, Jean-Christophe Forel. Désormais, tu es entraîné par Erwan Tortueux. Tortuyo, pardon. Comment tu te prépares mentalement aujourd'hui? As-tu des exercices particuliers? Est-ce que tu as un coach spécifique? Non, non, c'est vrai que je fais pas un travail spécifique au niveau du mental. Ouais, ça m'arrive de continuer un peu sur ce que je faisais avant avec mes anciens entraîneurs. Ça passe par beaucoup de discussions. J'ai la chance de travailler avec des personnes avec qui j'ai une totale confiance. Du coup, voilà, à chaque fois, si j'ai besoin de quoi que ce soit, si j'ai des doutes, voilà, je suis vraiment à l'aise pour en parler. Et j'ai pas l'impression que ça soit sur le côté mental que j'ai que j'ai les plus grosses failles, en tout cas aujourd'hui. Après, c'est sûr que on pourra toujours dire si j'étais mieux préparé, si j'étais plus fort mentalement, peut-être que j'aurais mieux géré certains matchs, certaines finales, parce que quand on voit mon record sur les finales, c'est pas terrible, mais bon, voilà. En tout cas, sur la fin de saison, même sur la globalité de la saison 2020 et 2020, lorsqu'on a pu jouer au tennis, voilà, j'ai l'impression que j'étais bien, j'avais un bon niveau de jeu et mentalement, c'est pas là où j'ai eu mes grosses faiblesses en tout cas, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui n'est pas inenvisageable pour l'avenir de travailler avec une personne vraiment spécifique sur cet aspect-là, parce que ouais, je pense il y a certaines choses à aller trouver de ce côté-là. Maintenant, c'est pas pour moi la priorité. Dans une interview, Mais j'ai vu que tu parlais d'autodestruction dans les moments importants. Ce sont des mots forts. Tu voulais dire quoi par là? Ouais, bah, je me souviens pas très bien de cette interview, mais non, je suis quelqu'un qui est assez négatif. Comment dire, je suis très perfectionniste. Du coup, voilà, quand il y a un moment où ça passe pas, quand il y a un secteur du jeu où j'arrive pas à me sentir bien, c'est vrai que j'ai tendance à me rabaisser, à avoir un discours assez dur envers moi-même. Et voilà, c'est certains points sur lesquels j'ai essayé de travailler dans le passé. Je continue un petit peu à le faire, d'être un petit peu plus positif, de me faire confiance et ça passe par plein de choses. Mais ouais, j'ai l'impression d'avoir fait quelques progrès dans ce secteur. Après, ça m'arrive sur certains matchs de passer complètement à côté, de retomber dans mes travers. Mais voilà, c'est vrai que là, on en parle, mais c'est pas quelque chose qui me vient directement à l'esprit. Florent, toi qui connais bien Adrian, est-ce que tu penses que c'est une question aussi de confiance en soi? Tu viens de l'aborder un peu, Adrian. Est-ce que tu penses qu'Adrian, dans ces moments-là, c'est un peu ce manque de confiance en lui qui fait que parfois, bah, il rate les moments clés? Tu t'es entraîné, je rappelle, avec lui pendant longtemps au CNE.
Ouais, on avec était à un groupe Pierre avec Pierre Chéret, Chéret. Boris, voilà, avec aussi, il y avait deux autres joueurs, il me semble Nicolas Ouais, Mahut et Arnaud Clément. Voilà, donc ouais. C'est ça. voilà, donc tu le connais bien et comment tu peux expliquer là ce qui vient de nous décrire? Ben, c'est vrai que pour revenir sur le travail mental, après chacun fonctionne comme il veut. Moi j'ai été persuadé aussi que s'il y avait des solutions à trouver, parfois ben, c'était que par moi-même et que ça dépend avec qui on travaille. Il faut trouver les bonnes personnes, comme dit Adrien aussi, des personnes de confiance avec qui on peut parler, avec qui on peut se confier. Mais parfois, c'est compliqué de trouver les bonnes personnes parce que je me souviens aussi avoir travaillé avec des personnes de temps en temps où parfois on va te faire poser plus de questions et on va se poser plus de problèmes que ce qu'il y en a. On va penser à autre chose et donc c'est compliqué hein, de trouver cet équilibre et trouver les personnes compétentes. Et il y en a beaucoup, il y en a forcément. Et, mais pour répondre ouais, à cette question de confiance, moi je pense que j'en ai fait les frais hein, d'être un petit peu trop dur envers moi-même parce que bah, la force des meilleurs aussi, c'est d'arriver à gagner des matchs sans bien jouer, sans sentir un coup à un moment donné et puis s'en sortir quand même parce que dans les moments importants, ils sont là. Moi, dans les moments importants aussi, face aux meilleurs, c'est toujours un peu ce qui m'a manqué, faire jeu égal et puis à un moment donné, on est prêt de passer et puis, tu vois, bah, ça se joue à rien, un tie-break, une bêtise, une volée ratée, où je me dis à ce moment-là, le mec, ouais, je suis quand même en train de faire une bonne chose contre lui, mais en fait, c'est quand même lui. Voilà, de me rabaisser un petit peu. Et parfois, moi, mon cas, c'était quand il y a quelque chose qui n'allait pas, bah, de m'auto-flageller aussi un peu, ce qui fait que dans les moments importants, bah, ça te rattrape un peu. Mais je reste persuadé que pour les battre et que pour progresser encore plus, il faut être un peu un but de sa personne. Donc, je suis persuadé qu'être très fier de soi, ce qui est difficile à avoir pour certains joueurs, moi, ça l'était, mais je suis persuadé que Tu penses être qu'Adrien persuadé est un peu comme toi ou pas et manque peut-être pas forcément d'ego, mais comme tu dis, est-ce que non, mais il y en a? un ego pour avoir encore plus de confiance, de manière positive, c'est tellement important sur le terrain de vouloir écraser l'autre et d'être persuadé qu'on va le battre parce qu'on se sent meilleur que lui et qu'on sait qu'on est persuadé qu'on est meilleur que le mec en face. Et moi, c'est vrai que je regrette de ne pas avoir plus creusé après cette piste-là parce que face aux meilleurs, ben, soit j'ai été rattrapé un peu par les émotions, ou je les ai un peu regardés alors que parfois il y avait la place de passer franchement en face. Adrien, Donc, ce que dit Flo, ça te parle ou pas? Non, non, ouais, ça me parle. Après, ouais, avec Flo, on se connaît bien. On se rejoint sur pas mal de choses. Même si on n'avait pas un jeu totalement identique, mais voilà, en termes de personnalité, on se ressemble beaucoup et c'est vrai que voilà, il est discret, ça, Adrien. ça arrive, ça arrive, voilà, souvent de faire des bons matchs, d'accrocher des joueurs très très forts et puis voilà, on se fait rattraper par nos doutes sur certains moments. Et ce que dit Flo, le fait d'avoir confiance en soi, enfin, c'est pas du tout, péjoratif, mais d'être arrogant, d'être sûr de ses qualités, ça aide énormément. Même il y a certains joueurs qui sont pas forcément très costauds, voilà, qui vont pas marcher sur leur adversaire, mais par contre, ils savent qu'en rentrant sur le terrain, ils ont la bonne tactique et qu'au moment important, ils vont réussir à faire ce qu'il faut et qu'ils seront plus forts que leur adversaire. Et voilà, ces joueurs-là, ça leur a permis de gagner des grands matchs et d'avoir des très bons classements. Ouais, Après, c'est tu as la quelque question. chose qui est un peu Vas-y. inné aussi, hein. Je ne sais pas si quelqu'un d'anxieux, quelqu'un qui n'a pas énormément confiance en lui peut réussir à développer ça. En même temps, tous les deux, je pense que vous avez beaucoup d'anxiété, beaucoup de perfectionnisme. Vous avez sur le cours Trop parfois, trop peut-être trop, mais perfectionniste, ça vous a quand même pas ça empêché de me- faire une magnifique carrière. Donc, faut pas non plus trop se rabaisser. Malgré ça, vous avez quand même tous les deux été dans le top 30 mondial. Donc, on est quand même, ça reste du haut niveau. Après, Ouais, ça se joue sur des petits détails. Je pense notamment à ce match contre Zverev à Bercy, Adrien, qui doit sûrement encore te frustrer encore aujourd'hui. Tu étais vraiment pas loin. Vraiment pas loin. je suis. Ouais, enfin, si on revient sur ce match, j'étais pas loin, mais avec un petit peu de recul, c'est quand même lui qui a dominé, en tout cas tout le troisième set.
voilà, j'ai vraiment eu aucune occasion sur son service. Moi, j'étais toujours à la bataille pour tenir mon engagement et Ouais. ça a été un peu le cas quand je l'ai joué à Cologne aussi où voilà, on arrive au troisième set et là, il a un énorme pourcentage de première balle et voilà, ça vient aussi peut-être de ce côté-là, de la confiance. Il sait qu'il est plus fort que moi, du coup, il est moins tendu, plus relâché au service et ça passe tout seul. Et il sent que de mon côté, quand ça devient très très chaud, j'ai tendance un petit peu à moins prendre l'initiative, à un petit peu attendre. Et ça, c'est des aspects dont on se rend pas forcément compte quand on est derrière son écran. Mais quand on vit le match, voilà, c'est aussi bien voilà, de mon côté quand je joue des mecs très forts ou alors que je joue un mec qui est bien moins classé que moi. Bah, je peux sentir aussi que de son côté, il y a des moments de doute, des moments où il se tend, où là, je prends le dessus parce que voilà, ce, le classement, quoi qu'il arrive, même si voilà, le niveau de jeu, c'est quelque chose qui est complètement différent, mais voilà, ce classement, le fait de jouer quelqu'un de très fort et très connu, des fois, voilà, ça nous fait réfléchir un petit peu trop et ça nous fait un petit peu déjouer. Alors qu'on se dit, voilà, si je jouais le même joueur aujourd'hui, sauf que je ne savais pas qui c'était, bah, ce match-là, je peux le gagner 9 fois sur 10. Adrien, tu avais été très heureux de remporter ton premier titre à Hertogenbosch en 2019, aussi pour mettre fin à cette série noire de défaites dont tu as parlé tout à l'heure. Mais on peut aussi retourner le sablier à l'endroit et se dire que disputer 10 finales sur le circuit ATP, c'est pas rien. Est-ce que sur certaines finales contre Roublev, Deminor, Kachanov ou Goffin, tu n'étais pas favori, mais est-ce que parmi les autres, il y en a une qui te reste un peu en travers de la gorge où tu te dis celle-là, j'aurais dû la gagner ou j'aurais pu la gagner si? Oh, il y en a plein. Bon, je peux toutes les citer, mais c'est vrai que les finales, c'est toujours des matchs un petit peu particuliers parce que voilà, il y a un adversaire en face de nous. Des Que fois, tu c'est connais, quelqu'un qui est. alors ça c'est une question, est-ce que tu les connais du coup en finale? Parce qu'on sait que toi, tu veux pas trop connaître l'identité, enfin, en tout cas le plus tard possible pour En pas même que temps, il en ça te reste prenne que trop deux la après de tête. l'autre côté. Est-ce Donc, que du coup, quand tu arrives en finale, est-ce que tu arrives à maintenir cette stratégie-là ou est-ce que là, pour le coup, en finale, tu sais qui tu joues très rapidement? Non, non, je le sais. Et, À partir des demi-finales, je le sais tout le temps. et Après, du il y a coup, des est-ce que du déductions. coup, tu joues ces finales avant dans ta tête un peu ou pas? Est-ce que ça joue, tu penses? Ouais, je les joue forcément dans la tête. Ça fatigue un peu parce que voilà, c'est des matchs super importants. C'est vrai que tu sais qu'il y a beaucoup de monde qui vont regarder le match et puis voilà, au bout d'un moment, ça fait parler malgré tout que c'est la première, c'est pas la deuxième, c'est pas la troisième, c'est quand même la 8 ou la neuvième finale que je perds. Donc voilà, il y a toujours un petit, euh, un petit stress particulier sur ces matchs en jeu. Et les finales, c'est toujours des matchs particuliers, quoi. C'est c'est le cinquième match d'un tournoi. Il y a une fin de semaine, pas mal de fatigue généralement. Parfois, c'est un joueur qui est pas forcément très bien classé ou très fort à la base, mais il vient de gagner 4 matchs, il est en pleine confiance, il joue les yeux fermés. C'est vachement difficile de prédire une finale. Ça se joue dans la tête, ça se joue dans les jambes. C'est particulier. Et ouais, il y en a au moins 3-4 où j'étais largement plus fort que mon adversaire, où j'ai mal géré les matchs. Il y en a 2 où au début de troisième set, je me fais mal. Après, est-ce que ça vient du stress? Est-ce que ça vient de la fatigue? Ça, je sais pas. Mais ouais, Bon. ce sera toujours des regrets. Après, voilà, comme tu le dis, on peut voir la chose différemment et se dire j'ai atteint la finale, c'est déjà super bien. Voilà, On va faire un petit jeu. je pourrais pas changer le passé de toute façon. Donc On va faire un petit voilà. mais jeu. On il va y en voir a si qui ont vous fait êtes moins, bon. il y en a qui ont fait moins bien, hein. T'as un Il y en a titre, beaucoup, hein, il y en a déjà. beaucoup qui ont fait moins bien. On va voir si Tu vous vois. êtes bon. Je vais vous citer un joueur et après ce petit jeu, on va commencer à poser les petites questions des internautes pour toi, Adrien. Je vais vous citer un joueur, à vous de me dire si ce joueur a disputé 10 finales au moins sur le circuit ATP. Voilà, ça va permettre de mettre un petit curseur
sur la performance d'Adrian. À votre avis, messieurs, est-ce que Pablo Cuevas a joué 10 finales? Je pense pas. On ne doit pas en être loin. Ouais. 6-4, effectivement, 6 titres, 4 défaites. Ouais. Il a joué pile 10. Ah, Voilà. pile 10. Ouais. Donc, Je bon, l'aurais tu dit un ne peu parles moins. pas quand même d'un joueur d'un talent certain. Après, c'est un joueur, c'est un des plus talentueux. Hein. Cuevas est un des plus beaux à avoir joué. Après, ouais, c'est un joueur qui joue souvent en Amérique du Sud en début d'année, qui joue sur terre battue après Wimbledon, ce qui n'est pas forcément notre cas avec Flo. Du coup, on n'a pas forcément côtoyé énormément. C'était pas facile comme Est-ce que Nick Kyrgios, cas. selon vous, a Non. disputé 10 finales? Non, je crois pas. Hein. Nick, C'est un il peu a juste. gagné quand même Acapulco, Acapulco, ouais. il a gagné Marseille. Je pense pas qu'il en ait 10, mais il a gagné des gros titres en tout cas. Il est à 9. 6 titres pour 3 Ouais, défaites. mais là, tu Ouais. mets des trucs aussi, 9, 10, 11. Ah bah voilà, non, mais c'est pour situer, encore une fois, le niveau d'Adrian Manarino, quoi. Voilà. Si on met de côté le résultat de la finale, il faut quand même y arriver en finale. Et c'est pas à la portée de n'importe quel joueur, aussi Ouais, quand même des bons joueurs. après, il y a finale et finale. Hein. Faire finale à Indian Wells ou faire finale à Nur-Sultan, c'est pas la même chose. Bon, toi, tu as une finale en ATP 500, ok, mais bon, après, il y a beaucoup de joueurs qui jouent beaucoup de 250 et qui n'en ont pas. On va continuer. Est-ce que Ramos Vinolas en a disputé 10? Lui, c'est un pur terrien, lui, qui a joué beaucoup de 250 comme toi, Adrien. Hein. Ouais, c'est un joueur qui se rapproche un peu de mon profil. Alors, Ramos, il en a joué au moins 2019, il en a gagné au moins 2, ou il en a joué 2 ou 3 déjà. Alors, je pense que mi bout à bout, on aurait été à 10. Ouais. Ouais, parce que ça fait un moment Il est qu'il à est. 8. Il est à 8 pour seulement 2 titres. Ouais, non, mais voilà. Carreno Busta. Non, il est pas à 10 encore, Carreno. Qui a la trentaine, hein, Il n'est qui pas à 10, a mais 2 par contre, ans. c'est un bien meilleur joueur que moi, par contre. Et il est à 7. Il est à Carreno, 7, Carreno. ouais, Voilà, 7, mais effectivement, bon, vous avez bien vu. il a 2 demi-finales de deux demi-finales Il de a 2 l'US. demi-finales en l'US, Grand ouais. Chelem. Ouais, non, Un je prends joueur quand même comme. son palmarès. Non, mais l'idée, c'est pas de comparer le palmarès, c'est vraiment de dire que bon, même des très bons joueurs du circuit, top 10, top 20 depuis 10 ans, bah, ils n'ont pas forcément 10 finales et pourtant, c'est des joueurs qui jouent aussi de 250 et des 500. Je vais vous faire la liste comme ça. Il y a aussi bon, Benoît Paire, il est à 9. Bon, voilà, avec 3 titres. David Goffin, il n'est qu'à 13 seulement. Et on parle quand même d'un joueur. Voilà, donc c'est pas si facile de faire des finales sur le circuit. Je vais finir avec du Gulbis, qui en a fait 7, Troïki, 9, Andourar, 9, et Tipsarevic, Andorra, il est pas 11. mal, 9 quand même, Andorra, Voilà. Pablo. Je l'aurais pas Bon, dit, tu vois. tout ça pour dire que, voilà, morale de l'histoire, 10 finales, c'est pas si facile. Bon, maintenant, il va falloir essayer d'en gagner encore une ou deux, Adrien. Au moins pour Ça toi, va se faire. pour évacuer toute cette Ah, ça me plaît, cette frustration. confiance. Voilà, il faut la retrouver, la confiance. On fait une petite pause juste pour lire quelques questions des internautes. Adrien, que s'est-il réellement passé avant le match contre Zverev à l'US Open? Alors, tu t'es déjà exprimé dessus, on ne va pas forcément y revenir longtemps, mais juste en 2 mots, pourquoi ce match a mis autant de temps à se jouer pour les internautes qui n'ont pas forcément vu l'info? Alors, en fait, parce que voilà, le tournoi avait mis un règlement en place avec alors, comment tu dis ça? Il y avait en gros le gouverneur de New York, en accord avec le tournoi, qui s'était mis d'accord sur un protocole comme quoi les cas contacts étaient quand même capables de jouer le tournoi avec des conditions un peu différentes des joueurs normaux, mais on avait quand même le droit de jouer en étant évidemment isolé en dehors des matchs. Tu n'avais pas le droit de prendre Et l'ascenseur, c'est ça? en fait, Tu j'étais étais au 7e étage et tu devais tout faire à pied, c'est ça? ouais, enfin j'étais au 7e étage à l'hôtel et j'avais une pièce réservée au stade à l'US Open C'est bien qui ça. était vraiment en haut des tribunes aussi. Et c'était tout à pied toute la journée. On avait un terrain d'entraînement réservé pour nous, pour les cas contacts, où on devait s'échauffer, où on était escorté toute la journée. Et vraiment une pièce où on était
on était enfermés. On n'avait pas le droit de sortir. Il y avait la fenêtre qui était fermée à clé pour pas qu'on aille sur la terrasse. C'était Bon. assez particulier, mais bon, c'était comme ça. Et puis le jour où j'ai joué Zverev, en fait, voilà, les instances ont décidé qu'à partir de ce moment-là, j'avais même plus le droit de jouer le tournoi dans ces conditions-là. J'étais obligé de rester dans ma chambre d'hôtel. D'accord. Du coup, voilà, le match était prévu, je crois, à 14 heures. Moi, on est venu me voir à 14h04 pour m'annoncer ça. On m'a dit, bon, on se laisse une chance de contacter le gouverneur. Donc, on laisse ton match aujourd'hui. On t'a rajouté ce qu'ils appellent un not before, pas avant 17 heures. On se laisse 3 heures pour te donner une chance. Voilà, il y a peu de chances que ça soit possible, mais voilà, on se laisse cette possibilité. Et voilà, il s'est passé beaucoup d'appels téléphoniques, il y a eu un gros remue-ménage pendant 3 heures, et puis finalement à 5h moins 5, ils m'ont dit bon bah c'est bon, tu as le droit de jouer ce soir. Bon, par contre, je savais qu'en cas de victoire, si j'étais en huitième de finale, bah, je pourrais pas jouer, je serais retiré du tournoi. Je serais Ah oui, donc obligé de rester. Je serais obligé de ça enlève rester un dans peu de ma chambre. motivation quand même. Non, la motivation, elle est Ouais. là. Voilà, c'est un troisième tour contre Ouais. Zverev Enfin, c'est en pas Grand facile de se Chelem. préparer pour un match où de toute façon, même si tu gagnes derrière, tu sors quoi. Non, c'est Ben, sûr que ça enlève un peu le goût de la victoire parce que voilà, c'est un tel événement, l'US Open. En cas de victoire, j'étais en huitième de finale, ça aurait été énorme, et de savoir que voilà, ça serait tombé à l'eau, ça aurait été un peu difficile. Mais hmm. bon, honnêtement, sur le terrain, j'y ai pas vraiment pensé, j'étais à fond, et j'ai perdu à la régulière, et je pense que c'est ça le plus important. On va aborder un autre thème maintenant, messieurs, le fait de jouer à domicile. Alors, on sait que Struff, par exemple, est moins performant en Allemagne. Il a d'ailleurs déclaré après sa défaite à Cologne face à Oscar Otte qu'il ressentait trop de pression lorsqu'il jouait à domicile. Schwartzmann aussi, jusqu'à sa finale à Buenos Aires en 2019, avait un mauvais bilan en Argentine. Florent, toi, comment tu gérais cette pression de jouer en France? Est-ce que c'était des tournois plus difficiles que les autres? Bah, c'est sûr qu'en France, bon voilà, tu sens qu'il y a un petit peu plus d'attente, il y a toujours plus de personnes qui viennent te voir jouer, tu sens que tu es plus attendu, moins faire l'andouille parfois aussi, parce que c'est plus regardé. Mais bon, voilà, moi je te dis, j'adorais jouer à Roland, j'adorais jouer Bercy et ses ambiances à domicile parce que les gens sont forcément pour toi. Mais c'est vrai qu'à Roland, tu vois, quand ça se passe pas bien, au troisième tour sur le cours numéro 1, que tu as un ou deux supporters, parfois, bon, peuvent être un peu bizarres dans les encouragements et tout, tu vois, ça pouvait avoir tendance ouais, à te crisper un petit peu, à vouloir tellement bien faire que parfois, en fait, bah, je suis passé un petit peu au travers de certains matchs importants parce que rattrapé un peu par cette tension-là et tout, plutôt que ça te booste et que ça me permette de me transcender un petit peu. Donc j'ai toujours eu un peu du mal à me transcender sur des matchs importants comme ça à domicile. C'est vrai que comme on le disait tout à l'heure, quand il y a un petit peu moins de monde sur le cours numéro 10, je sais pas où, bon, bah, parfois tu peux te sentir un petit peu plus à l'aise. Tu sais que quand il y a plus d'attente, c'est un peu compliqué, mais c'est encore une fois pour moi un travail de confiance qui a pu peut-être me manquer à un certain moment pour franchir encore quelques paliers, quoi. Je t'ai posé cette question, Flo, évidemment, Adrien, parce que tu joues assez peu en France. Est-ce que c'est une question, comme le dit Flo, de pression, de contexte, d'effervescence, ou tout simplement une stratégie, parfois, pour aller disputer des tournois où le tableau bah, te plaisait plus ou te semblait plus abordable, avec Adrien, je forcément… sais bien que quand il y avait Montpellier, mais s'il y avait Astana la même semaine, il pouvait aller prendre l'avion pour aller Il, se mettre à Astana tranquillement. il pouvait, il peut, et il pourra en plus. Non, moi, honnêtement, le fait de jouer en France, c'est toujours un peu plus sympa, c'est sûr. Après, bon, pour moi, c'était pas forcément une priorité. Je voyais plus le côté, voilà, tableau, surface, conditions de jeu. S'il y avait un meilleur coup à jouer ailleurs, bah, j'essayais d'aller jouer un autre tournoi. Ça me dérangeait pas de faire 3, 4, 5 heures d'avion plutôt que de faire 1 heure et demie de train. Voilà, je sais qu'il y en a certains,
ça les aurait gonflés. Ils préféraient un peu par confort ou voilà, par plaisir jouer en France. Et moi, de mon côté, non, j'allais là où j'estimais que où c'était le plus intéressant pour moi. Et c'est vrai qu'il y a certaines semaines où les tableaux sont moins forts à l'étranger, moins forts sur des tournois comme à l'époque, c'était quoi? Sofia, Ouais, il y Saint-Pétersbourg, avait le c'était tournoi comme ça. des 250. Il y avait Zagreb, je crois, à l'époque, où moi, j'étais dans les premières têtes de série. Du coup, j'étais exempté du premier tour. Je commençais directement au deuxième tour. Bah, c'est un confort quand même, hein. C'était un confort, surtout qu'en France, j'étais Ça- même pas tête de série par Bah oui, tu moment. as toujours au moins 4 Français qui étaient devant toi. Si c'était pas Gasquet, Tsonga, mon fils. Ouais, donc c'est vrai que pour le coup, Ouais, c'est plutôt du coup pour du toi une coup, stratégie exactement. qu'un vrai choix. Mais tu sais, je Florent, comprends ce qu'il veut dire un petit peu aussi, parce que après, je comprends quand il parle de confort. Pour moi, au bout d'un moment, je suis arrivé sur le circuit assez tardivement. Moi, hein. J'ai commencé en 2000 à faire mes premiers futurs. Donc, moi, j'avais 20 ans sur mes premiers futurs. Et puis après, je suis arrivé dans le top 100 à 24. Mais j'ai tellement fait de tournois. Attention, les 250, ils sont bien organisés. Hein, les tournois dont il parle, Adrian, sauf qu'il faut prendre l'avion, c'est pas en France. Et puis voilà. J'ai tellement fait de tournois futurs, pas terribles, ou au fin fond du monde, que ce soit de l'Ukraine, de Macédoine, de pays comme ça, où les futurs sont pas forcément très bien organisés. Hein, donc, quand après tu peux jouer des super beau tournoi en France, tu sais que tu vas jouer sur un beau court en indoor, il y a toujours un beau public à Montpellier, tu sais que les gens vont tout carager. C'est sûr que pour le confort, moi je préférais après rester là, mais je comprends ce qu'il dit parce que forcément, quand tu es tête de série, il y a un coup à aller jouer faire certains déplacements, mais on en a fait. Hein. Moi, partir aux États-Unis, jouer la tournée San José, Memphis, Del Rey, parce qu'en France, Rotterdam, Marseille, Dubaï, c'était tellement fort, de toute façon, on rentrait pas. Ou alors, je partais jouer San José, Memphis, Del Rey, où tu étais tableau aussi d'un 500, tu partais jouer aux On États-Unis. l'a Hein. fait et on l'a Donc, fait ensemble d'ailleurs. ouais. Florent, toi, Mm. tu avais On un a fait du souvenir de. Ah, Memphis Del Rey pardon. ensemble. Ouais, vous aviez joué. C'était en quelle année cette Non, non, époque-là? 2008, 2009, 2000, ouais, 2008, 2009, 2010 à peu près, je ouais, pense. Ouais, c'est ça ça. remonte. Ouais, Florent, ouais, est-ce que quand tu vois que ça a 10 ans déjà, dis donc. tu avais en souvenir cette victoire pour prouver que finalement Adrien, bah, il aime bien aussi jouer devant le public français, de sa Bah victoire à ouais. Albertville face à Ouais. Azeu, forcément, c'est un souvenir pour toi, un match de Coupe Davis qui d'ailleurs, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, Adrien, qui avait offert la qualification à la France, non, pour les quarts de finale. Ouais, c'était pas un match décisif, mais il y avait 2-1. C'est le match qui a Ah permis si, ça offre la victoire Bah, quand du même. coup, ça offre le ça 3-1, offre la donc victoire. C'est vrai que ouais, c'est pas un 2-2, mais Oui. c'est quand même la victoire. Non, en plus, c'était des circonstances très, très particulières et ça m'avait fait vraiment de bien et quelque part, ça m'a en plus, ça m'a appris à me servir un petit peu plus du public et à un peu plus Voilà, c'était ma apprécier le question. fait Voilà. Je voulais te demander si ce match-là, parce que je l'ai commenté, c'était un de mes premiers, je crois. Non, j'avais commencé avant, mais je l'avais commenté avec AMC. Celui-là, en plus, tu perds sur deux backers. Et après, tu bats à eux. Je me suis dit, est-ce que ce match-là, t'as appris et t'as fait du bien, ouais. ouais, ça a été particulier. Déjà, de perdre le premier match contre De Baker, ça avait été dur parce que je me souviens, c'était assez bizarre. J'avais perdu en Australie contre Dominique Thiem au troisième tour. Je m'étais fait une déchirure des adducteurs. Du coup, j'étais au repos pour 2 semaines. J'étais reparti chez moi à Malte où je touchais pas la raquette, où j'allais à peine à la gym. Et t'es appelé au J'ai- dernier moment, exact, exact, ça me Et en revient. fait, je suis appelé. Il y a Lucas et Joe qui se blessent au dernier moment. Et en fait, le jeudi qui précède, donc la veille du match, alors que j'ai pas touché la raquette depuis 2 semaines, il y a, je reçois un appel, je reçois un appel de Yannick qui me dit est-ce que tu peux être là ce soir? Alors on n'aura pas besoin de toi demain, mais éventuellement on peut avoir besoin de toi dimanche. Du coup, je dis bon bah moi pour jouer demain, je suis carrément trop court parce que bah, j'ai pas joué au tennis depuis 2 semaines. Par contre, voilà, je peux être là ce soir et éventuellement en m'entraînant demain et après-demain, ouais, dimanche, je peux tout à fait être compétitif.
Et en fait, j'arrive à Albertville avec les voyages, les vols et tout ça. J'arrive, je crois, à 21h pour une première sélection, quoi. J'avais jamais connu ça. Et à ce moment-là, il y a Yannick qui me prend à part, qui me dit, bon, écoute, demain, il y a peu de chances que Lucas joue. Donc, tu vas t'échauffer avec lui demain matin, voilà, très tôt. Et si ça va pas, c'est toi qui rentres sur le court. Ah ouais. Le lendemain, j'arrive avec Lucas. On tape 2 balles dans les carrés de service. Il me dit, je peux pas bouger la nuque, ça va être toi. Ok. Donc là, bon, un peu difficile. J'étais super excité. J'étais Excité, mais super. en même J'avais, temps, voilà, sûrement un peu anxieux aussi, peut-être. ça allait tellement vite que j'ai pas franchement eu le temps de me tendre en fait. Voilà, j'ai pas vécu voilà, le dîner officiel. J'ai pas fait voilà, tous les petits trucs qui se passent avant, la cérémonie, le tirage au sort. Ça, j'étais même pas présent. Du coup, voilà, je suis arrivé. Je sortais d'une grosse saison. J'avais plutôt bien commencé l'année. J'étais assez confiant, assez sûr de moi au niveau tennis. Ouais, il y avait juste cette petite blessure qui m'avait un petit peu gêné. Et puis voilà, je joue un match vraiment pas terrible. Je crois que j'ai le break en début de match. Et finalement, je me fais rattraper. Je perds le premier set en devant le gagner largement. Et puis ensuite, voilà, rattrapé par mes émotions, la Coupe Davis et tout ça, je perds le match contre un De Becker qui était franchement pas très bon en plus. Et voilà, le fait d'être au bord du court pour le match de Richard ensuite, d'être là pour le double, voilà, j'ai vu à quel point ils se servaient du public, à quel point ça les aidait, même voilà, de se servir de ses coéquipiers qui sont sur le banc. Même il y a deux, trois remarques, deux, trois chambrages au bord du court de temps en temps, ils sont quand même là voilà, pour toi, pour t'aider. Et ça m'a servi le dimanche. Voilà, j'ai réussi vachement plus à me libérer. J'avais ouais, quelques heures en plus de tennis, donc forcément, ça m'a aidé à retrouver mes repères. Et puis voilà, j'ai fait un match d'une qualité assez moyenne, mais voilà, je m'en sors 6-4 ou 7-5 au cinquième set. 7-5, ouais, 7-5. Ouais. Et ouais, ça a été super, super intense comme émotion. C'est la première fois que je gagnais un match aussi important en France avec autant de public qui était vraiment derrière moi du début à la fin. Parce que Ah, la Coupe moi, Davis, c'est. d'habitude, quand je joue avec autant de public, c'est parce que je joue contre un gros joueur dans un grand stade et Et généralement, généralement le ils sont public. pour le grand joueur, oui. Exactement. Et du coup, le fait d'avoir autant de soutien sur une partie, ça m'a vraiment procuré des émotions énormes et ça reste un de mes meilleurs souvenirs, ça c'est sûr. Une question d'un internaute, cette fois-ci, tu en parlais tout à l'heure, Florent, du circuit TF, du circuit Challenger. Solitaire, te demande, est-ce que tu t'es déjà senti en danger, notamment sur le plan de la sécurité, sur des tournois de Challenger en Amérique latine, par exemple, où je sais que parfois certains joueurs doivent être accompagnés lors des déplacements. Est-ce que tu as une anecdote comme ça sur le circuit à nous partager, une histoire incroyable que tu as vécue? On a perdu Flo. Non, Non, je suis là. c'était C'était pour à toi, toi. Adrien. Non, c'était pour toi, Adrien. C'est pour moi, Oui, j'ai Adrien. Oui, oui. joué au Mexique. J'ai pris des mauvais taxis et tout, mais je m'en suis sorti. Je suis toujours là, donc ça va. Non, en tout cas, moi, j'ai rien qui me vient à l'idée. Non. C'est vrai qu'il y a des atmosphères un peu chaudes parfois. J'avais joué Zumur à Sarajevo, où C'était là, chaud, ça. c'était, ouais, plus, je crois que Flo, tu connais là-bas, c'était une surface, c'était un miroir, c'était une Une surface sorte de. injouable. C'était pas sur une sorte de petit tartan, là. Ça allait à 100 000, là, sur cette C'était surface-là, là. incroyable. Ouais, je pense que c'était la surface la plus rapide de l'année. Ouais. C'était vraiment injouable et bon, tu joues en Bosnie contre un joueur local. Tu as des juges de ligne qui te mangent un point sur deux. Heureusement que, voilà, même si c'est des challengers, c'est pas des gros tournois, il y a quand même des arbitres internationaux de l'ATP qui sont sur place. Et à ce jour-là, tu sais très bien que si tu n'as pas quelqu'un de solide sur la chaise, bah, le match, tu peux pas le gagner. Ouais. Et tu rates ta première balle, il y a des applaudissements à chaque fois.
tu te dis, bon, bah là si je gagne, ça peut être chaud. Et puis finalement, il ne s'était rien passé. J'avais réussi à gagner le match 7-6, 7-6, je crois, mais finalement, non, rien de spécial. Mais ouais, il y a, surtout avec les paris aujourd'hui, il y a des spectateurs un peu douteux parfois dans les tribunes. Du genre, Bon, il y a tu des tu te joueurs sens qui, menacé? pas menacés, mais tu sens qu'ils voilà, ils viennent pour te faire péter les plombs. Se faire perdre parce Ah, qu'ils ont. Ok. c'était encore le cas à Sofia. J'ai joué Klizan au premier tour et il y avait un mec, sur chacune de mes fautes, il applaudissait, il encourageait l'autre comme un fou. Voilà, surtout en fin de saison comme ça, j'étais fatigué. Voilà, Ouais. il a vraiment réussi à me faire sortir de ma concentration. Maintenant, j'ai quand même réussi à gagner le match, mais c'est vrai que ça peut jouer parfois. Et il il y a tellement de paris aujourd'hui, tellement de joueurs des parieurs qui deviennent fous que voilà, il y a des ambiances un peu malsaines dans les tribunes maintenant. C'est un peu dommage. Question de Francis Durand, justement, sur cet aspect de la concentration. Il te demande, lorsque tu perds ta concentration pendant un match, est-ce que tu as un mantra, une astuce, un mot-clé, quelque chose pour te permettre de revenir dans le match et retrouver ta concentration? Non, rien de Pas particulier. spécialement? J'essaie de me recentrer sur mes forces. J'essaie de, voilà, on a une minute trente au changement de côté pour un peu se recentrer et se reconcentrer, mais c'est, c'est trop court parfois. Quand tu sors vraiment et que tu commences à péter les plombs, c'est difficile de revenir dans le match. Il faut éviter ça, mais Tu n'as pas en tout d'exercice de cas, respiration, de méditation, de. Non. non, Ça se fait assez j'ai naturellement, l'impression que toi. ça, ouais, puis ça prendrait trop de temps. Ouais. T'as le cœur qui est en haut tout le match, même si t'as 1 minute 30 maintenant, t'as les shot clock au bord du court, tu peux pas prendre une seconde de plus, sinon tu prends un avertissement. Du coup, maintenant tu rentres sur le terrain, t'es dans le jus du début à la fin et il faut que tu te débrouilles avec ça. Et non, mentalement, voilà, faut faire le maximum pour rester calme et lucide, mais voilà, quand ça part dans tous les sens, c'est difficile de revenir. Question de God Prono, puisqu'on parlait des pronostics. Quel a été ton cheminement pour trouver ce style de jeu si atypique et pourquoi cette tension de raquette aussi basse? C'est vrai que souvent, nous, dans nos analyses, on en parle avec Florent, avec Rodolphe, Gilbert et avec Julien Varlet. Quand on analyse tes matchs avant, bah, on se dit, voilà, si par exemple tu affrontes un joueur que tu n'as jamais joué, on se dit, bah, ça ne va pas être une balade de santé pour lui. Parce que le Adrian, euh, tactiquement, faut quand même, on peut être surpris et il arrive vraiment à faire déjouer. Ouais, parce qu'il a un revers roulant qui est pénible. Le mec, il faut qu'il plie un peu les jambes. Donc ça, c'est vrai qu'il y a des styles de jeu. Tu te dis, Adrien, il va le contrer, il va le sortir avec son verre roulant si l'autre, il n'arrive pas à lui faire gicler. Ou quand tu as un joueur, on sait qu'il va te faire gicler la balle, que ça va être compliqué, qu'il va travailler. On se dit, bon, ça va pas être simple aussi pour Adrien. Il va falloir qu'il trouve certaines astuces et tout. Est-ce Mais que, ouais, c'est est-ce que intéressant. ce style de jeu si atypique, est-ce que tu l'as travaillé très, très tôt? Parce qu'au début, je crois que c'est ton père qui t'a entraîné, c'est ça? C'est ça. Ton père qui était prof Il de m'a tennis. entraîné. Est-ce que dès cet âge-là, tu as décidé ou tu as senti que ce style de jeu te correspondait mieux ou est-ce que c'est venu au fil du temps? Et puis cette tension de raquette aussi, faut que tu nous expliques pourquoi elle est aussi basse. Non, alors, le style de jeu, c'est vraiment naturel. Voilà. Mon, mon père qui m'a entraîné jusqu'à assez tard, finalement, jusqu'à 18-19, euh, il m'a toujours laissé jouer, il laissait libre voilà, mon imagination. Je suis quelqu'un qui joue vachement à l'instinct. J'ai commencé les tournois adultes très tôt. J'étais tout le temps un petit peu le joueur le moins puissant sur le terrain. Je me suis toujours entraîné avec mon frère, avec d'autres partenaires d'entraînement qui étaient voilà, plus âgés que moi, plus costauds. Du coup, j'étais toujours celui qui devait se débrouiller, qui devait contrer parce que voilà, j'étais jamais celui
qui mettait la puissance. Du coup, voilà, je pense que naturellement, ça s'est fait. J'ai développé ce jeu-là qui est, voilà, quand, terme un peu spécifique tennis, on appelle ça un bon œil, c'est-à-dire que j'anticipe assez facilement parce que voilà, j'ai dû faire avec. Je suis pas non plus un joueur très grand ni très costaud. Je suis loin de faire 2 mètres et d'avoir un gros service. Mais voilà, j'essaie de me débrouiller avec mes qualités. Et puis au fur et à mesure, avec le temps, tu aiguises un petit peu tout ça. Donc maintenant, je sais très bien que là où je dois emmener mon adversaire, là où il faut pas qu'il m'emmène lui. Mais en tout cas, non, ça n'a pas été quelque chose de voulu à la base d'avoir un jeu, voilà, un jeu comme celui que j'ai aujourd'hui. Florent, j'imagine que tu as déjà essayé de jouer avec la raquette d'Adrian. Ça a donné quoi? Non, Adrien, c'était. En fait, il y en avait souvent une qui était top, bien équilibrée, pareil et tout. Mais après, dès qu'il y avait un changement ou dès qu'il cassait une corde, l'autre, ça n'allait pas. Je comprenais pas. Il avait une raquette qui était équilibrée parfaitement et puis les autres, elles étaient toutes un peu différentes. Et puis, mais bon, il s'en sortait quand même, quoi qu'il arrive. Donc, avec sa main et son bon œil, comme il dit. Mais il joue avec un filet de pêche. Hein. Alors, en même temps, si tu mets 25 ou 32 tensions, ça, comme il l'a dit, regarde, il est pas beaucoup caisse encore. Hein. Il va pas beaucoup la faire partir. Hein. Donc, c'est normal qu'il soit en dessous de 20. Mais en dessous de 20, après, au niveau du contrôle, il faut avoir de la main. Parce que moi, si je mettais 20, ça partait dans la bâche. Hein. C'est ça, parce que là, en plus, Non, elle est je pense quasiment à que 16-17, non, là, ta tension parfois? honnêtement, cette année, j'ai joué au plus bas à 9,5. À combien? À 9,5 9,5 sur 10. sur 10. Comment ça, Et 9,5? Non, mais 9,5, non, 9,5 livres. Livres. non, Parce non, que bah, tu es bilingue 9,5 livres. maintenant. Non, mais 9,5 kilos? 9,5 livres, Ça fait ça 15-16 kilos, non? fait, non, ça fait moins, ça fait 4 kilos. Ah oui, D'accord, c'est oui. en moins. Donc là, tu as joué à 9 Eh kilos. oui. Non, j'ai joué à 9 kilos et demi à Roland Garros. Ouais, mais le C'est mec, là où j'ai joué le plus il bas. tendait à 5 kilos de plus. C'est pas possible. Ouais, ouais, le cordeur soulevait 140 au développé couché. Non, au plus haut, j'ai dû jouer à 12,5. Non, maintenant, je suis dans ces Ah, ranges-là. Je suis t'as encore plus entre. baissé qu'avant, alors. Ouais, je suis entre. Ça, c'est depuis que tu as changé ta raquette il y a un an, c'est ça? Non, non, j'ai baissé au fur et à mesure. Même si tu regardes, il y a 2 ans, à Roland Garros ou à Wimbledon, j'étais à 13,5, 14 peut-être. Mais Ah, j'ai du mal à comprendre. Hein. Ou alors tu mets pas de corde. T'as essayé sans cordage? Ça peut. non, mais en fait, c'est assez étonnant. Mais quand je prête ma raquette à un autre joueur pour qu'il essaye, il se dit, ouais, ouais, ça part très vite. Mais si tu m'avais pas dit que c'était 11-12 kilos, j'aurais dit que c'était 17-18. Ouais, c'est que au bout d'un moment, je pense qu'on sent plus quoi. Enfin, c'est tellement bas. Ouais, non, et puis on s'habitue à tout. C'est vrai qu'en plus, moi, T'es je sûr que prête. t'as pas confondu avec ta tension artérielle? Ouais, je suis pas très haut non plus. Hein. C'est pour ça. Non, mais en plus, voilà, moi, quand je m'entraîne l'hiver, là, j'ai mes raquettes qui sont encore cordées depuis Bercy, là. Donc, hier, je tapais, il y avait Seb Grosjean qui me disait, putain, ta raquette fait un bruit bizarre, là. Je dis, bah ouais, elle est tendue à 10 depuis Bercy. Il n'y a pas d'anti-vibrateur en plus. Oh non! Ça fait un bruit particulier. Mais Incroyable. non, on s'habitue à tous. Voilà, les joueurs de notre niveau, voilà, on sait quand même jouer au tennis. Et puis, voilà, avec le temps, c'est comme quand on change de raquette. Je pense que ouais, ça peut nous prendre 3 semaines, un mois, 2 mois maximum, mais on arrive à s'habituer à tout. Voilà. J'ai une Tefal dans le placard là. C'est sûr qu'on Tes renverrait faces, la balle. c'est Hein. bien trop tendu, Flo, c'est bien trop tendu, c'est très dur. Une autre question, Adriane, d'Anthony Lariche. Qu'est-ce que tu penses du circuit WTA? Est-ce que tu as le temps de regarder le circuit féminin? Est-ce que tu t'y intéresses? Est-ce que tu suis un peu ce qui s'y passe? Il suit quelques joueuses, ouais, mais. Tout de suite, la belle référence. Euh, non, je connais très bien le circuit WTA, je connais très bien les joueuses. Ça m'arrive rarement, voire jamais, d'aller regarder un match. C'est assez dur.
à moins que la joueuse soit Oui. très jolie. Mais non, je connais parce que quand je tombe devant un match de tennis à la télé, ça m'arrive souvent de regarder. Quand je suis aux États-Unis ou en Australie, qu'il fait beau, je suis bien mieux devant un match de tennis dans les gradins que dans ma chambre d'hôtel. Du coup, ça m'arrive souvent de regarder des matchs un peu par hasard, mais Tu as suivi le parcours de Podoroska et de récemment, et puis aussi de Swiatek à Roland-Garros. C'est des jeunes joueuses exactement, qui montent. exactement. Alors, je vais être honnête, Podoroska, je la connaissais pas. Mais Alors que moi, je l'avais commenté à Saint-Malo juste avant. Tu vois. Oui, mais alors avant Saint-Malo, est-ce que tu la euh, connaissais, Flo? Non. Non, voilà, merci. mais Swiatek, elle jouait. Je m'étais entraîné à côté d'elle à l'US Open. Voilà, il y a beaucoup de tournois mixtes maintenant où on partage les cours d'entraînement. Donc voilà, on se retrouve souvent à regarder un petit peu à gauche à droite. Et Swiatek à l'US Open, j'avais fait la remarque à mon entraîneur que je trouvais qu'elle jouait très très bien. Je savais pas du tout son classement, j'avais aucun ordre d'idée, mais ouais, je trouvais qu'elle tapait bien la balle. Et puis voilà, étonnamment, elle gagne Roland Garros un mois après. Voilà, c'est comme ça. Ouais, mais pour répondre à la question, je m'y intéresse oui ou non. Je connais bien le tennis féminin, je connais bien la WTA. Maintenant, je suis pas non plus le numéro un des fans. Pas de souci. Question de The Fan of Tennis. Que penses-tu faire après ta carrière? Rester dans le tennis? Si oui, pour faire quoi? Euh, Moi, ça me plairait bien ouais, de rester dans le tennis. Je suis vraiment un passionné de ce sport et voilà, si après ma carrière j'ai encore le courage de voyager, ça me plairait bien voilà, d'aider si possible, si j'en ai la capacité. Mais ouais, si je devais entraîner quelqu'un un jour, ça me plairait bien. Après, voilà, j'espère en jouer encore quelques années et d'ici là, j'en aurais peut-être un, ras-le-bol du tennis, et puis deux, j'aurais peut-être voilà, d'autres portes qui vont s'ouvrir, d'autres envies. Mais aujourd'hui, si on m'obligeait à continuer dans le tennis, honnêtement, ce serait vraiment pas, pas une mauvaise chose pour moi. Ça me Ok. déplairait pas. Consultant comme Flo, ça t'irait ou tu préfères vraiment rester Alors, plus près du circuit? ça serait vraiment plus fun au niveau du commentaire, hein. Mais non, en plus, Flo, alors je vais te dire un truc, je t'ai jamais entendu commenter un match, mais on m'a dit beaucoup de bien. Oh, c'est Ah, gentil. Ouais, ah, c'est gentil. j'ai eu des bons retours. Bah, tant Mais, mieux. ouais, non, ouais, Il ça me faut pas ferait oublier qu'on marrer. a été joueur surtout et pas s'emballer, je pense. Qu'on a été jeune, qu'on a été joueur, qu'on a aussi pété les plombs. Ouais, ouais, c'est sûr. Non, et puis c'est sympa d'avoir ce point de vue un petit peu professionnel. Voilà, je pense Un que petit peu. Flo, par rapport à d'autres commentateurs, a encore ce truc qu'il a été joueur et il sait ce qui se passe un peu dans la tête de certains joueurs à certains moments et ça peut l'aider à comprendre et être un petit peu plus soft En tout quand, cas, tu quand seras il y le a deux, bienvenu trois. dans la team Tennis Break News si tu Ah, c'est veux gentil. nous aider à analyser les matchs comme le font tous les jours nos Rod, Flo et Julien. En tout cas, ton œil tactique, et je pense que c'est vraiment Est-ce qu'on a deux, très trois intéressant. chiffres au niveau des pronostics de Flo? Ils sont pas officiels. D'accord. Non, alors Flo, dans les pronos, alors déjà, on évite de vraiment donner des pronostics, c'est plutôt des avis parce que personne n'est devin Ouais. D'accord. et que vraiment un pronostic, il faut saisir la cote au bon moment. Enfin, c'est un vrai métier de professionnel. Mais en tout cas, Flo, il sent bien les choses. Voilà. Il sent bien les choses. En tout cas, tactiquement, il arrive souvent à avoir une bonne lecture du match. Mais après, comme toujours, le jour J, le joueur en forme, voilà, le joueur qui Le rate truc, c'est ça, c'est qu'on ne sait pas comment c'est vous très êtes. On essaie aléatoire quand même. d'analyser en se disant il a joué 3 heures la veille, comment il va être? Partir du principe que les deux sont à 100%, mais tu sais pas comment il a dormi, tu sais pas comment.
Tu vois, Le tennis, c'est vraiment difficile C'est ça. à prédire. Ouais, c'est vraiment un sport. Donc, Moi, je me Même vous, gourre au moment où vous moitié du rentrez temps. même vous, quand vous rentrez sur le court, vous savez même pas quelle sensation et comment vous On allez sait même jouer. pas si on va Ouais. gagner ou perdre. Oui, ça, en tout cas, j'analyse beaucoup mieux en tant que consultant que j'étais en tant que joueur. C'est con. Une Ouais, autre, ça m'étonne pas. une autre question, Adrien, qui est revenue souvent. Est-ce qu'il y a une victoire que tu retiens dans ta carrière? Est-ce qu'il y en a une qui te marque particulièrement? Tu as battu beaucoup de top 10, notamment Silic, Raonic, Tsonga ou même Wawrinka à Miami. Est-ce qu'il y a une victoire qui te marque? Est-ce que c'était celle de Haze, par exemple, en Coupe Davis ou voilà. Est-ce que tu as un match qui ressort? Pas vraiment. Après, il y a des matchs qui datent de 10 ans, donc c'est Ah bah, c'est difficile pas grave. Est-ce que ça peut être ton titre de... Hertogen-Bosch Ouais, contre mais Thompson? c'est difficile de s'en souvenir. Non, le titre Hertogen-Bosch, c'est pas forcément. Bah déjà, la finale avait été dégueulasse. Ça a été vraiment un mauvais match. Que ce soit moi ou Thompson, on était très tendus. Le niveau de jeu était mauvais et puis je m'étais blessé pendant le match, donc j'étais j'étais content de gagner le match, content de finalement voilà gagner un titre, mais j'étais tellement préoccupé par ma blessure que finalement j'ai très peu savouré le match. Et non, mon meilleur souvenir là, si je dois en donner un, ce serait ma victoire au troisième tour à Wimbledon contre Medvedev il y a 3 ans, je crois. 2017? Il me semble que c'est 2010. Alors, 2017, ouais, ça doit être ça. Et je gagne un match en 5-7. Non, 2018. 2018. 2018, Ouais. ben, ouais, encore plus Et récent. juste après, tu joues Federer. C'est ça. C'est ça. Mais ouais, c'était un match avec pas mal de stress parce qu'on avait tous les deux une bonne carte à jouer. Troisième tour de Grand Chelem, on n'était pas tête de série. Moi, j'avais un huitième à défendre. Je venais de perdre en finale à Antalya. J'étais vraiment émoussé physiquement. Et puis, voilà, je m'étais vraiment battu sur le terrain. J'avais vraiment l'impression ce jour-là d'avoir dépassé mes limites. Et que ce soit mental ou physique, c'était vraiment un beau moment. Et j'avais partagé ça avec mon entraîneur. Il y avait mon kiné sur place. Ça avait été vraiment des beaux moments de partage. C'était cool. Adrien, tu as perdu contre Yannick Sinner à Sofia pour ton dernier match de la saison. Sans surprise, il est arrivé en tête des votes du meilleur jeune des trophées Tennis Breaknews 2020. Est-ce qu'il t'a impressionné, l'Italien? Même si toi, tu n'étais pas à 100%, qu'est-ce que tu as ressenti quand tu l'as joué? Je le connaissais bien. On s'était beaucoup entraîné ensemble. Du coup, ouais, j'étais quand même assez impressionné de ce qu'il a fait sur le court parce que à Sofia, c'est des conditions un peu particulières. La balle vole beaucoup. Et en fait, lui, il donnait l'impression de jouer comme s'il était au niveau de la mer, quoi. Il lâchait ses coups, il se posait pas de questions, il rentrait dans tout. Et honnêtement, il est assez grand, il sert très bien, mais il se déplace extrêmement bien pour sa taille. Voilà, il y a énormément de points dans son jeu où il est très impressionnant. Et voilà, ça a confirmé un peu l'idée que j'avais avec lui, qui va être très très fort dans les années qui viennent. Justement, Flo, tu as beaucoup commenté Sinner cette saison. Rapidement, que penses-tu de sa progression et où est-ce qu'il peut aller? Non, mais oh, bien sûr, mais comme Adrien l'a dit, bon, on a commenté beaucoup en fin de saison, bien sûr, surtout puisque je voulais voir sur Terre en plus ce que ça donnait. Et bon, je trouve qu'à Roland, il s'est plutôt quand même pas mal débrouillé, surtout il est encore tout jeune. Mais c'est au-delà de ça, tu sens qu'il est puissant, mais surtout, il se déplace très bien, quoi. C'est ça, tu sens qu'en défense, il couvre aussi très très bien son terrain, qu'il est capable de tenir aussi de plus en plus longtemps son niveau de jeu, déjà à cet âge-là, parce qu'au début, bah, ça fluctuait un petit peu. Tu sentais que il pouvait rater, donner plus, mais que là, physiquement, je trouve qu'il est en train encore de s'étoffer et puis il va encore progresser, je pense, c'est qu'il arrive à tenir ce niveau de jeu-là, cette force, cette qualité de frappe de plus en plus longtemps. Je te dis un peu comme Roublev faisait sur le début de sa carrière, tu vois, quand ça passait pas, il pouvait en mettre partout, mais là, les mecs, ils arrivent encore à progresser et à tenir. Alors, c'est pas encore les monstres du changement de rythme, tout le monde n'est pas capable d'en faire aussi, mais je trouve que c'est en train aussi d'évoluer sur ce plan-là
et tu sens qu'il progresse. Donc, je suis assez optimiste sur la suite pour lui. Ouais. Question Ouais, il a ouais. vraiment un truc parce que, putain, comparé à même des joueurs très très forts dans les 10, moi, en tout cas, pour ma part, quand il y a certains moments pendant le match où j'ai l'impression de donner des balles où l'autre, bon, bah, il va rien pouvoir faire dessus. C'est pas un coup gagnant, mais bon, c'est une belle balle bien cotonneuse où il peut à tout moment s'embourber dedans. Et ben non, Sinner, il en remet tout le temps plus. Il te laisse la tête sous l'eau, il frappe, il frappe, il frappe. Des deux côtés Et en plus, hein, il a vraiment pas de point faible. Hein. non, non, et puis ouais, il prend la balle tôt, il te laisse pas respirer. C'est assez impressionnant. En tout cas, quand tu es en face, c'est assez déroutant parce que voilà, tu te dis sur un point important, je vais essayer de faire durer l'échange, mais non, il a son rythme à lui et il dicte le jeu tout le temps, quoi. Et il Même a moi, 19 ans. sur mon service extérieur, qui est Ouais. généralement mon point fort, bah, c'est un des joueurs qui se débrouille le mieux, là. En revers, il arrive à faire un appui ouvert, à lancer à jambe et à retourner. Tout ça à 19 ans, c'est impressionnant. Hein. Question d'Arnaud Flamand. Quels sont tes objectifs, Adrienne, pour 2021? Est-ce que tu t'es fixé un objectif de classement, de résultat? Est-ce que tu as aussi une petite pensée pour les JO de Tokyo? Voilà. Bref, à la fois, j'ai pas mal d'objectifs et à la fois, bah, on est tellement dans Ouais. l'interrogation sur cette saison que c'est difficile un petit peu de se projeter. Euh, Moi, j'aimerais bien évidemment regagner un tournoi ou deux. J'aimerais bien, si possible, rentrer dans les 25 meilleurs joueurs. Voilà, là, j'avais vraiment pas fait un bon début de saison l'année dernière en termes de résultats. J'avais pas gagné beaucoup de points, même si je jouais bien. Voilà, j'avais perdu des matchs accrochés contre des très bons joueurs. Et finalement, jusqu'à la période sur gazon, j'ai très peu de points à défendre. Et là, j'ai vraiment 6 mois devant moi pour faire un bon, pour bien grimper au classement. Du coup, ça va être très important. Maintenant, s'ils commencent à annuler les tournois les uns après les autres, voilà, on ne sait pas ce qui peut se passer. Du coup, j'espère surtout qu'on va pouvoir jouer. Et puis le reste, on verra. Et les JO? Les JO, ça va être assez difficile de se qualifier. Hein. Je crois qu'on a 4 places en France pour les joueurs de simple. Il faudra être parmi les 4 joueurs les mieux classés. Il y a, Tu il y y a es une pour telle l'instant, non? densité en France. Pour l'instant, je crois que je suis Ouais. le dernier sur la liste. Hein. Mais voilà, il y Bon. a énormément de bons joueurs. Il va falloir se concentrer déjà sur faire de bons résultats. Et si les JO, voilà, ça le fait au niveau du classement, bah, ça sera un joli bonus. Justement, tu en parlais de défendre pas beaucoup de points sur les 6 prochains mois. Bah, c'est en raison justement du fait que tu aies des difficultés sur terre battue. C'est la question de Little Wings. Ton bilan est de 25% de victoire en carrière. Est-ce que c'est une question d'aimer ou pas la terre battue ou est-ce que c'est une difficulté et un besoin d'un temps d'adaptation à la surface? Certains joueurs s'adaptent très vite. Est-ce que toi, ton problème, c'est justement d'avoir besoin de temps et que sur terre battue, malheureusement, bah, on n'a pas forcément beaucoup de temps? Euh, je suis pas un joueur naturel de terre battue. C'est-à-dire qu'il me faut un peu de temps pour m'adapter aux glissades, à mes schémas de jeu. Après, c'est une surface qui me demande beaucoup plus d'efforts, surtout physique, ouais, au niveau concentration aussi, parce que je sais que si je commence à reculer, à perdre du terrain, bah, en termes de déplacement, ça sera trop dur pour moi. Du coup, il faut que je conserve un peu un jeu dur sur terre battue. Je pense que c'est là où je peux être le plus gênant. Mais prendre la balle tôt sur terre battue, c'est pas ce qu'il y a de plus facile avec tous les fourbons. Là. Ah, ça peut choper une ligne, une bosse à tout moment. Il faut aussi prendre la balle tôt au retour, voilà, avec les mêmes difficultés. Ah, ça demande beaucoup d'efforts et c'est une surface qui s'adapte un petit peu moins bien à mon jeu. Maintenant, ouais, j'ai déjà gagné des bons matchs sur terre battue Tu en as gagné. dans le passé et j'espère, il n'y a pas de raison que ça soit pas possible encore.
Juste avant de refaire un petit jeu, messieurs, j'en profite pour donner les 2 vainqueurs du concours sur Twitter qui vont gagner 25 € de FreeBet sur TheBet. C'est Joël Costa et Quentin E, voilà, qui viennent nous voir en message privé pour venir récupérer leur FreeBet. Comme j'ai affaire, messieurs, à 2 âmes de joueurs, je le sens que vous aimez jouer, je vais vous proposer un nouveau jeu. Je vais vous donner le maximum d'informations sur un joueur du circuit, encore en activité. À vous de trouver de qui je parle le plus rapidement possible. Évidemment, vous pouvez jouer aussi dans le chat. Est-ce que vous êtes prêts, messieurs? Et ensuite, on discutera de ce joueur. Top. J'ai disputé mon premier match sur le circuit à Roland-Garros en junior le 31 mai 2010. C'est sur dur que j'ai remporté mes titres les plus importants sur le circuit ATP. En 2011, je remporte l'Orange Bowl face à l'un de mes compatriotes. J'ai eu la chance à mes débuts sur le circuit pro d'affronter la plus grande légende du tennis de mon pays, comme un passage de témoin. Comme un symbole, je dispute ma première finale ATP dans mon pays. Tim. Bravo, sur ma surface de prédilection. On est en 2014, mais on me prédit déjà un grand avenir. Je compte aujourd'hui 17 titres. Je suis un membre incontesté du top 10. J'ai remporté 9 de mes 12 derniers duels face au Big Three. Je viens de remporter mon premier titre en Grand Chelem à New York. Je suis Dominic Thiem. Adrien, je voulais qu'on parle de ce joueur parce que c'est un joueur qui a apparemment un style de jeu qui te dérange. Il t'a battu 8 fois en 8 matchs. Alors, c'est pas une honte, forcément, parce que on connaît le talent de l'Autrichien, évidemment. Mais c'est rare parce qu'il y a peu de joueurs contre qui tu n'as jamais battu, même des très, très grands joueurs. Et lui, ça bloque. Qu'est-ce qui te gêne? C'est sa puissance? C'est quoi? C'est le fait que c'est un joueur complet. Ce qui me bloque, c'est qu'il est très fort. Oui, voilà, il n'a pas beaucoup de défauts. Et encore moins aujourd'hui, quoi. Mais... Ouais, en plus, il m'a battu qu'une fois sur terre battue. Les autres fois, c'était vraiment sur des surfaces où il aurait pu avoir un peu plus sur lesquelles voilà, je me sens bien, mais non, il est vraiment tout simplement meilleur que moi, hein, je crois. Après, son style de jeu, ouais, il est puissant, ça me dérange un peu, mais c'est pas forcément son style de jeu qui me dérange, c'est juste que voilà, il y a toujours un moment dans le match où il sert mieux, il retourne, c'est pas forcément son point fort le retour, mais voilà, il me met suffisamment en difficulté pour que j'arrive pas à mettre mon jeu en place. Et puis, voilà, il y a toujours un moment où ça bascule en sa faveur. Pour l'instant, j'ai pas trouvé la solution. Mais voilà, il prouve que je suis pas forcément le seul qui ne trouve pas de solution contre lui. Non, tu n'es pas le seul. Est-ce que tu penses qu'il va pouvoir gagner Roland-Garros en 2021? Ou est-ce que tu penses qu'il va pouvoir gagner Roland-Garros pendant que Nadal sera encore là? Que pour l'instant, il a échoué, il s'en rapproche. En 2-7, il y arrive, mais un Roland, ça bloque encore. Ouais, un Roland, il y a tellement de choses qui rentrent en ligne de compte. Ouais. En ligne de compte, il y a le fait de jouer Rafa en 5-7. Je pense que tu rentres sur le terrain déjà avec ton mental qui est un petit peu entamé. Rafa, lui, sait que même si ça se passe mal au début, il a du temps pour que ça se mette en place. Du coup, lui, il est plus relâché, il joue sans doute mieux. Il joue sur un terrain où il a tellement confiance en lui, c'est des conditions parfaites. Moi, je vois pas Rafa, à moins qu'il soit diminué. Après, voilà, c'est un sport individuel, on ne sait jamais. Il peut tomber malade, il peut se passer tellement de choses. Mais Rafa à 100%, en tout cas pour l'instant, je vois pas comment il peut perdre. Après, voilà, il a un jeu tellement physique. Il y a bien un moment où il va te fatiguer. Si ça se trouve, d'une année à l'autre, il va vraiment chuter. Mais pour l'instant, je le vois pas. Ouais. L'énergie que tu laisses sur les matchs d'avant, Rafa, il arrive toujours à s'économiser. En deuxième semaine, tu sens que il est tout frais. En junior à l'US Open en 2013. Je remporte mon premier match ATP à Umag en 2014 face à Édouard Vasselin. En octobre, j'obtiens une wildcard à Bâle où je fais sensation en battant Gulbis à l'époque 13e mondial.
J'obtiens la même année le trophée de révélation de la saison. Depuis, je suis installé dans le top 20 avec 2 titres à mon actif. Cependant, je peine à franchir le cap en Grand Chelem avec seulement un quart de finale en 23 participations. C'était lors du dernier US Open. Je compte malgré tout déjà quelques victoires retentissantes, dont 6 face au manque du Big Four. Après quelques pépins physiques dernièrement, j'espère enfin répondre aux attentes placées en moi et entrer dans le top 10. Pour cela, je vais devoir continuer à travailler mon coup droit. Ma finale à Saint-Pétersbourg il y a quelques semaines vont me permettre de préparer au mieux la nouvelle saison. Ça ne sera pas Coric. sur les ordres de Riccardo Piatti avec qui j'ai mis fin à ma collaboration. Je suis Borna Coric. Alors lui, en revanche, tu mènes 4-0 face aux Croates. C'est une belle performance parce que c'est quand même un joueur compliqué à jouer depuis quelques saisons. Comment tu abordes les matchs face à lui? Est-ce que tu as trouvé la clé tactique ou est-ce que c'est juste l'histoire d'un match qui fait que à chaque fois, tu étais au-dessus? Euh, C'est un style de jeu qui te convient. c'est un style de jeu qui me convient un petit peu plus parce que voilà, c'est quelqu'un qui fait très peu de fautes, qui est extrêmement solide et qui sert très bien, en tout cas en première balle. Et, euh, et voilà, il a aussi la particularité que dans les moments importants, il joue très très bien. Voilà, c'est quelqu'un qui, normalement, il faiblit pas quand ça devient très chaud. Il l'a encore prouvé contre Tsitsipas à l'US Open, sur des gros matchs comme ça. Mais voilà, en coup droit, c'est quelqu'un voilà, où la balle part pas aussi vite qu'un Dominique Thiem. Il me laisse un peu plus le temps de jouer. C'est un peu plus tactique comme match contre lui. Du coup, voilà, ça me convient un petit peu mieux. Et puis, voilà, je l'ai battu assez jeune. Et puis, finalement, voilà, ça joue un petit peu sur le côté psychologique, le fait d'avoir un bilan contre lui favorable, d'avoir déjà gagné des matchs. C'est un peu ce qui joue contre moi, contre Thiem aussi, parce que Thiem, je l'avais déjà joué en huitième à Miami quand il était assez jeune. J'avais perdu ce match-là en menant break au troisième set. Derrière, tu le vois J'avais, progresser, tu le vois meilleur et tu te dis, ah, si je ne l'ai pas battu quand il voilà, était jeune, bon. j'avais perdu en 3-7 contre lui à Bercy aussi. Et, euh, et puis au bout d'un moment, tu fais peut-être un petit blocage mental aussi, hein. Ça joue. Mais c'est vrai que non, le style de jeu de Coric me convient beaucoup mieux si on peut le comparer à Thiem. Et même si c'est un super joueur, voilà, c'est quelqu'un contre qui je suis d'habitude plutôt à l'aise, même avant de rentrer sur le court. Il y a un joueur contre qui, en revanche, tu n'as absolument pas de blocage psychologique et c'est plutôt une excellente performance parce qu'ils sont rares, les joueurs, à avoir un bilan positif contre lui. Il est russe, il vient de gagner le Masters. C'est Daniel. Ouais. Daniil, tu mènes 3-1 Ouais. contre lui. Donc, c'est quand même une sacrée performance. Est-ce que ça fait lui aussi est-ce qu'il y a vraiment des styles de jeu qui te conviennent? Parce qu'au final, j'ai l'impression que tu arrives à t'adapter quand même globalement un peu à tous les styles de jeu. Alors, sauf quand c'est des très grands serveurs, bon, comme du Isner Karlovic, où là, c'est difficile. Il faut vraiment avoir des très grosses qualités de retour pour les contrer. Mais sinon, à part ce type de joueur-là où beaucoup de joueurs ont du mal, j'ai l'impression que tu arrives à t'adapter un peu à tous les styles. Parce que Medvedev, Koric, on ne peut pas dire qu'ils aient le même style de jeu, à part le fait de ne pas faire de fautes. Et du coup, est-ce que c'est est-ce que c'est leur point commun qui te va finalement? Jouer contre des joueurs qui tiennent la balle et au Ouais, final, tu tiens mieux la balle qu'eux. c'est un peu la remarque que je faisais sur Sinner. C'est-à-dire que Sinner, il y a des balles où, par exemple, avec mon revers, je sais que voilà, c'est un coup où je fais pas forcément mal, mais voilà, je donne la balle à l'autre, je dis vas-y, débrouille-toi avec ça, on va bien se marrer. Et ben Sinner, il arrive à toujours remettre de la vitesse dans la balle dans n'importe quelle situation, alors qu'un joueur comme Coric, comme Daniel, si tu joues bas dans le coup droit, par exemple, tu sais que tu vas pas prendre un coup gagnant. Ah, il aura une frappe d'une bonne qualité qui va revenir, mais voilà, c'est pas que tu crains rien, mais en tout cas, voilà, il y a un échange qui va se mettre en place, et puis après, ça sera tactique. Mais non, après Daniel, voilà, j'ai un bilan de 3-1 pour moi, mais les premières fois où je l'ai battu, c'était pas le Daniel d'aujourd'hui, hein, faut pas s'enflammer, hein. D'ailleurs, la dernière fois où on s'est joué, là, il commençait déjà à avoir un super classement et à Miami, il m'avait mis 2 petits sets, il n'y avait rien à dire. Est-ce- Ouais, j'ai- c'est difficile de dire, mais
Daniil, c'est vraiment un super joueur. Là. Ce qu'il a réussi à faire à Bercy au Master, c'est pas. On approche de la fin de l'émission. Je vais bientôt vous libérer. Juste deux choses avant. La première, est-ce que tu avais un joueur que tu appréciais particulièrement quand tu étais jeune? À regarder ou à côtoyer? À regarder, à côtoyer, à C'est-à-dire encourager. jeune, c'est-à-dire Ouais, jeune, jusqu'à. c'était juste avant avant 2009, quoi, avant que tu sois joueur. D'accord. Euh, On m'a parlé d'un Sud-Américain. ouais, quand je suis gaucher, il n'y a pas énormément de gauchers, donc j'ai essayé un petit peu voilà, de regarder les styles de jeu. J'aimais bien Ivan Izevic et Rios quand j'étais D'accord. vraiment jeune, on va dire entre 8 et 13 ans. Mais Et après, depuis j'ai 10-15 commencé ans, depuis 10-15 ans, il y a plein de joueurs que j'adore jouer. J'aime bien ce sport, j'aime bien regarder. Il y a plein de styles de jeu. Les joueurs comme Nalbandian, Gaudio, il y a- c'est ça qui est marrant avec le tennis, c'est qu'il y a tellement de types de jeux différents. Tu vas aller voir jouer un Coria qui a une main de dingue. Puis même en France, on a quand même des bons joueurs depuis tant d'années. Voilà, quand tu regardes la télé et que tu es jeune, c'est quoi? C'est la Coupe Davis, c'est Roland-Garros. Donc, ouais, j'ai beaucoup regardé jouer Arnaud Clément, Sébastien Grosjean. Ça a été des joueurs exceptionnels. Hein. Même aujourd'hui, Seb, il bouge beaucoup moins bien qu'avant. Mais il a une main. Je l'ai encore vu hier et il tape bien la balle. Non, on a de la chance en France d'avoir des joueurs extrêmement doués, même si il n'y a pas eu énormément de victoires en Grand Chelem. Mais voilà, on a la chance en même temps, de grandir avec des. si on n'est pas suisse, espagnol ou serbe, il n'y a pas beaucoup de victoires en Grand Chelem non plus, hein. C'est pas facile. C'est pas facile. Mais on a de quoi faire si on cherche des idoles hein. En grandissant, il y a vraiment de quoi faire aussi en France. On va se quitter, Adrien et Florent, avec votre joueur idéal. Je vais vous proposer des thèmes et vous allez me dire sur ce thème-là quel est le joueur aujourd'hui encore en activité qui est pour vous le plus fort. Alors, on va démarrer déjà avec la première balle. Qui, pour vous, a la meilleure première balle actuellement sur le circuit? Moi, j'aurais dit Raonic ou Isner. Ouais, moi j'aurais pris Isner aussi, plutôt. Mais Ok. Raonic, c'est pas mal. De toute façon, on prend ça en première. Seconde balle. Oh, tu peux Meilleure prendre seconde balle. Ivo, hein, mais bon, il joue plus trop Ivo là. Mais il était pas mal en première hein, quand même. Ouais. En seconde, moi je prends Federer en seconde. Je prends Raonic. Ouais, c'est pas mal Je aussi. prends Raonic parce qu'il sert bien, il est intelligent. Il va servir Il au varie corps, bien, il va hein. servir avec effet, il va servir avec de la vitesse. Non, c'est quelqu'un qui sert très bien et qui sait comment servir. C'est un peu différent d'un Opelka qui sert très très fort, mais qui n'a pas encore les petites nuances d'effet et de vitesse. Qui manque peut-être Ouais, t'en as beaucoup, d'intelligence c'est sûr. tactique sur le service. Ouais. En première seconde, t'en as, voilà, ils vont servir que des premières aussi. Donc, Kyrgios aussi, il a une grosse seconde, mais Kyrgios quand même, il a une belle, il peut varier aussi, il est pas mal, mais il prend beaucoup de risques. Kyrgios, c'est incroyable aussi. Ouais. Le mental, quel joueur selon vous a le plus grand mental? Alors, on a toujours un joueur qui vient en référence, mais peut-être que toi, Adrien, qui joue sur le circuit, tu t'es rendu compte de joueurs en face qui disent alors lui, il doute pas quoi. Non, de toute façon, on va tout. J'ai l'impression que ouais, sur tous les coups, on va partir sur les mêmes joueurs. On aura du Nadal, Ferrer. Nul. Non, après, c'est vrai qu'avec Flo, on peut peut-être essayer en creusant vraiment, voilà, trouver un joueur qui est peut-être 30, 40e, qui aurait dû être seulement 130, mais qui a réussi à pousser son potentiel au maximum. Est-ce que Schwartzmann, par exemple, qui mesure 1,70 m, qui arrive dans le top 10, j'ai pas souvenir d'avoir un joueur aussi petit qui soit allé aussi Ouais, haut dans le mais classement. Est-ce qu'on peut mettre son mental en avant, je par pense exemple? pas que ce soit le côté mental. Non. Je pense qu'il se déplace extrêmement bien. Il a un timing incroyable. Sur le terrain, il arrête pas de chouiner. Je pense pas que ça soit le plus mental. Et Koric. Au niveau Koric, mental, très fort Koric, ouais, mentalement. Très fort hein, là-dedans, hein, parce que franchement, c'est vrai. Très comme fort. tu dis, du fond du cours et tout, je pense que ça aurait été aussi un des joueurs du top 20 où je me dis, tiens,
il y a un petit truc à faire. En tout cas, je vais Ouais, jouer et tout. Mais le mec est très fort parce que tu sais que même mener, prendre une branlée, enfin, le mec, je l'ai ouais, jamais vu lâcher ou quoi que ce soit, quoi. Lui, c'est clair. Cilic, tu vois, Le Marine, c'est meilleur, pareil, même s'il joue moins bien en ce Lorenzi moment. est impressionnant, non? Flo, Ouais, t'en penses quoi? Jean Ouais, Lorenzi. je sais pas combien il a été au meilleur classement, mais Lorenzi, en début de carrière, tu l'aurais pas mis si haut. Non, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Ouais, il a Lorenzi, il quelques... dit pas un mot, il s'accroche comme un fou. Il dit qu'avec le Lorenzi, mondial du golf, il a été optimisé. 33e, Lorenzi. 33e ouais, mondial en avec un 2017. titre, il n'y a pas si Lore- longtemps, hein, puisque ça, je crois que c'était à Kitzbühel ou un truc comme ça, non, son premier titre, il n'y a pas si longtemps, là. Il y avait eu un été. Ouais, Euh, son Et, terme d'activité, J'ai ouais. plus en mémoire. ouais, c'est ça. On va enchaîner avec le meilleur coup droit. Avec qui je vais prendre une bonne pêche en coup droit, putain. Il y a du choix là en coup droit, hein. Ah, peut-être Ouais, ouais, Roger ou ouais. Rafa, non? Ouais, Ah, Rafa, il y a bon, du Del Rafa, Potro, il y a Difficile du de faire mieux. Team. ouais, mais bon, Rafa, il est gaucher, quoi. La chance d'être gaucher en Ouais, plus. Ouais, putain, vous vous rendez pas... non, Franchement, t'aurais pas été gaucher, t'aurais été 80, quoi. nul, complètement nul. Ouais, Si tu Rafa, c'est n'avais pas impressionnant. été gaucher, tu aurais été. Voilà, on va parler Ouais. convenablement. Le meilleur revers. Mana, Non. roulant, Euh, il est capable de trouver des trajectoires, ça agite. Est-ce que Sinner ne pourrait pas avoir très bientôt le meilleur revers? En tout cas, c'est lui qui a le revers qui tourne, ouais, où la balle tourne le plus vite. Moi, je trouve que pour 19 ans, il a déjà un revers qui est pas mal. Après, ouais. il est pas au Après, niveau il y a des joueurs qui ont vraiment toutes les variations, toutes les Ouais. vitesses, tous les effets. Hmm. Tu penses à qui? Un joueur, bah, t'as un joueur comme Murray, vraiment, il maîtrise tout. À, à une main, tu peux avoir un Richard. T'as Stan Richard, aussi. Hein. Stan en revers à une main, quand il est en place, ça va vite. Hein. ouais. Il Non, slice. Ah, il je y en donne le mal de il y tête. en a Ouais, il y en a tellement. plein. Bon, non. La suite, L'émission est bientôt finie, le mal de tête va s'arrêter. Le meilleur jeu au filet. Nicolas Mahut. Impassable. Nico est bon. Nicolas, si Nico tu est nous bon. regardes, il serait content Nico de ce a petit vraiment clin la d'œil. volée, en tout cas, la C'est plus beau. belle. Ouais, c'est C'est beau. vraiment, c'est très pur. C'est Après, un bel Il est effet. très C'est un beau joueur instinctif aussi. aussi. Hein. Il est très C'est un bel instinctif aussi athlète. au Hein. filet. Un très bel effet. C'est un bel Euh, athlète. la meilleure vitesse de déplacement. Il y a quelques petits candidats là. Celui qui se Les déplace, mobilettes. les mobilettes. Ouais, Schwartzmann, c'en est une hein, quand même. Hein, mais... Avec son gabarit, hein, j'entends. Après, tu as des mecs. Ouais, Est-ce que Gaël il peut rivaliser parce Gaël. qu'il est à Moi, j'aurais mis 100%? Gaël ou Goffin. Goffin aussi. David va très très vite, mais Gaël couvre le court tellement bien. C'est pas Moi, mal je les pense noms, que c'est pas mal, c'est pas mal. c'est Gaël, moi, qui m'a toujours posé le plus de problèmes, où j'avais souvent l'impression d'avoir gagné le point, et puis finalement, non seulement la balle revenait, mais elle revenait bien. Ce serait intéressant de voir s'il y a des statistiques sur le joueur qui prend le moins de coups gagnants. Je pense, Dans ce cas, je vais appeler mais on la parle pas TP, on va vraiment de voir. vitesse, tu vois. Si tu parles de Gilles, c'est dur aussi, mais dans ce cas, je ne mettrais pas en vitesse, je le mettrais comme toi, en anticipation, Ouais, coup voilà, ouais. d'œil. Non, mais sauf que Gaël, il a les deux. Il a Voilà, la mais couverture, mais aussi la vitesse. Parce qu'il a la vitesse vers l'avant, Gaël, aussi, au filet. Pour lui mettre un amorti, il faut y aller. Donc, pas mal. Gaël, ça m'est arrivé de jouer Je en mets le double point à Manarino. avec lui. Et le mec jouait des amortis sur moi. Gaël allait beaucoup plus vite que moi en courant en diagonale. Ça, c'est Et il me regardait, il me énorme. disait, mais tu fais quoi là? Je Ah, dis, bah, c'est j'ai essayé de énorme. courir, mais C'est énorme. Super anecdote. On se finit ensuite avec la meilleure gestion des émotions. Heisman, le Raikkonen de l'ATP. gestion des émotions. ah, on va rester sur Rafa. Hein, je crois que. Avec sa programmation Quoi, neurolinguistique, point par point. C'est vrai que c'est difficile de le faire sortir de son match. Hein. En fait, Roger, il apparaît nulle part, quoi. Bah, Roger, si, il pourrait être numéro un il est partout, partout. Roger. Mais, ok. Bon, en tout cas, merci, messieurs. Je regarde juste si Ah, on de a rien. des dernières questions de dernière minute.
Est-ce que tu as un modèle qui t'inspire? On a déjà répondu. Ah bah tiens, c'est l'anniversaire de Gaudio aujourd'hui. Voilà, puisqu'on en a parlé, on en a parlé tout à l'heure. Et un dernier mot aussi, Adrian, et puis après on va se quitter là-dessus. Que penses-tu du tennis canadien, de l'école canadienne, l'engagement de Luis Borfiga au Canada qui a permis de mettre ce pays sur la scène du tennis international? Bah, en tout cas, il prouve ces dernières années que c'est un bel exemple à suivre, hein. Quand on voit tous les joueurs qu'ils arrivent à sortir, les talents, enfin, Hommes et femmes, hein, parce qu'on parle des hommes, mais ouais, c'est chez les femmes impressionnant. aussi, T'as hein. Andrei Shkouk qui a gagné l'US Open l'année dernière. Leila Non, Fernandez qui arrive aussi. Ouais. Non, c'est assez impressionnant ce qu'ils ont réussi à faire ces dernières années. Voilà, je les félicite. Merci Adrienne, nous on te remercie pour cette heure et demie passée avec nous. Ouais, merci beaucoup. Bon courage Il pour y a pas cette de problème. saison 2021. Prépare-toi bien, soigne-toi bien. On te veut en forme. Merci. Et puis on va évidemment te suivre comme on le fait depuis plus de 10 ans maintenant. C'est gentil, merci beaucoup. En tout cas, merci d'avoir été un peu disponible avec nous dans cette préparation. Et puis bonne journée parce que pour toi du coup la journée commence. La journée commence. Nous le soleil va être se belle. couche. Non, allez se couper. Allez. Et puis merci Flo d'avoir été avec nous aussi aujourd'hui. Mais je vous en supplie. Et puis à très bientôt. C'était un plaisir. Merci. Allez, Au revoir. Allez, travaille bien. ciao. À bientôt. Au revoir. Peace, ciao.